Voilà, donc je vais faire le cours sur les anomalies coronaires. Alors, ouais, c'est bon. Voilà, donc dans le groupe des anomalies coronaires chez l'enfant, on a soit des anomalies congénitales, soit des anomalies acquises. Donc on verra pas tout, bien sûr, mais essentiellement les anomalies congénitales isolées, puisque vous savez qu'il peut y avoir des anomalies de trajet ou de position des artères coronaires associées à beaucoup de cardiopathies, plus ou moins complexes. Mais là, on va voir surtout les anomalies congénitales isolées, c'est-à-dire les connexions anormales, les trajets anormaux, les fistules, et puis les anomalies acquises, dont la plus fréquente cause est la maladie de Kawasaki. Et bon, on ne reverra pas tout ce qui est les anomalies coronaires post-opératoires des chirurgies cardiaques congénitales. Alors, sur le plan embryologique, ça vous avez dû le voir en anatomopathologie avec Lucie Louyel, les coronaires sont connectés à l'aorte à angle droit dans les sinus de Valsalva et elles vont dans l'embryologie pénétrer dans l'aorte avec une attraction particulière, spécifique pour l'aorte de ces artères coronaires qui vont se connecter à l'aorte et donc pas à l'artère pulmonaire avec des facteurs chémotactiques vers l'aorte et répulsifs vis-à-vis du champ pulmonaire. Donc il y a un myocarde sous-jacent qui est permissif pour que ces coronaires arrivent à se connecter là où il faut. Alors après, sur le plan anatomique, et c'est ce qu'on reproduit sur les images échographiques quand on recherche les coronaires à l'échographie. Donc, vous savez qu'on a essentiellement deux réseaux coronariens, gauche et droit. L'artère coronaire gauche naît du sinus coronaire qui est antéro-gauche. Il se divise en artère interventriculaire antérieure qui part vers l'avant et circonflexe qui part vers l'arrière. Et la coronaire droite est située dans le sinus antéro-droit et donc à son trajet vers le ventricule droit. Donc le sinus, la cuspe coronaire postérieure est non coronaire sur une valve aortique tricuspide. Alors, l'écho-doppler, donc vous voyez, l'échographie, on se met en petit axe et on retrouve la même chose que sur la coupe anatomique avec l'aorte au milieu, l'artère pulmonaire en avant. Et là, on peut repérer donc l'artère coronaire gauche avec, très important, l'écho-doppler, le doppler couleur et le doppler pulsé également, doppler couleur qui va nous donner la direction des flux avec en rouge dans cette incidence l'IVA qui part vers l'avant, la circonflexe en bleu qui part vers l'arrière. Et pour la coronaire droite, l'ostium droit est donc perpendiculaire, enfin la coronaire est perpendiculaire à la paroi aortique et donc elle part d'abord en rouge vers l'avant et ensuite elle a un trajet transversal, donc assez horizontal. C'est pour ça qu'on perd la couleur en fait et on la reprend un peu plus loin sur un flux couleur en bleu qui va un peu plus vers l'arrière. Alors, le Doppler pulsé aussi aide parce que c'est des flux qui sont à basse vitesse. Donc, il faut se mettre, si on ne veut pas les filtrer, entre 0,2 et 0,5 mètres secondes, en sachant que le flux coronaire se fait essentiellement en diastole. La perfusion coronaire se fait principalement en diastole. Donc, c'est surtout en diastole qu'il faut rechercher ce flux. Alors, bien sûr, quand le flux est en rouge, le Doppler pulsé sera positif et quand il est en bleu, il sera négatif. Alors, dans les anomalies congénitales des coronaires, c'est 0,2 à 1,2% d'incidence dans la population générale, donc ce n'est pas très très fréquent, mais c'est quand même quelque chose qui peut entraîner des accidents graves comme des morts subites à l'effort. Donc, il faut quand même bien savoir les reconnaître. Donc, on a les anomalies de connexion qui sont quand l'artère coronaire va se connecter anormalement à l'artère pulmonaire au lieu de l'aorte. Les anomalies de trajet, donc là, les coronaires sont bien connectés à l'aorte, mais ne sont pas au bon endroit, c'est-à-dire pas dans le bon sinus, et il peut y avoir des trajets, on verra, à risque. Et puis les fistules coronaro-camérales, donc c'est un groupe beaucoup plus hétérogène. Alors, le risque de ces anomalies coronaires, c'est la mort subite, à l'effort surtout, et les problématiques vont être celles du diagnostic, de la stratification de ce risque de mort subite et de savoir ce qu'il faut faire, sauf en thérapeutique. Alors, pour ce qui est des anomalies de connexion, donc on
peut avoir des connexions à l'artère pulmonaire de la gauche, hein, ou de la droite. Alors, pour ce qui est de la gauche, elle peut être là, enfin, centrale, mais aussi très antérieure. Donc, il faut savoir la rechercher ailleurs, hein, très latérale, externe et très, très interne, en fait, et avec un trajet même intramural qui peut égarer, en fait, vers une possible connexion à l'aorte. Mais en fait, il y a un trajet intramural et l'artère finit plutôt enfin, en connexion à l'artère pulmonaire. Alors, ensuite, les anomalies de trajet. Ben, les anomalies de trajet, elles concernent la droite ou la gauche, mais ce qu'on recherche surtout, hein, c'est ce trajet interaortico-pulmonaire qui est un trajet à risque, alors que les trajets, par exemple, pré-pulmonaires ou rétro-aortiques ne sont pas des trajets à risque pour ce qui est de la coronaire gauche. Là, c'est l'exemple de la coronaire gauche. Pour la coronaire droite, c'est la même chose, hein. Donc c'est ce trajet-là qu'il faudra étudier, puisqu'on a souvent un segment intramural qui peut être comprimé à l'effort, on le verra, et créer un risque de mort subite. Alors, on va commencer par l'ALCAPA, qui est l'anomalie de connexion de la coronaire gauche à l'artère pulmonaire. Donc, c'est la forme la plus classique qu'on connaît, hein, on a vu connexion à des endroits différents, qui se révèle souvent chez le nourrisson. Alors, en période anténatale, on l'a vu, hein, déjà, il y a une HTAP physiologique, donc cette coronaire gauche qui est connectée à l'artère pulmonaire, elle est perfusée par voie antérograde, comme l'hypoxie fétale est physiologique, ça ne crée pas de risque d'hypooxygénation ou d'ischémie du myocarde en anténatale. Mais en post-natal, on a donc une baisse des pressions pulmonaires progressivement, et donc c'est quelque chose qui se fait de façon progressive dans les semaines et mois qui suivent la naissance, avec une coronaire dont le flux va s'inverser progressivement pour aller à l'envers, en fait, avec un vol coronarien et un flux qui va de la coronaire dans l'artère pulmonaire. Et donc, on a de façon évidente une ischémie myocardique, puisque le myocarde n'est plus perfusé correctement. Et cette physiopathologie entraîne le développement de collatérales qui viennent de la coronaire contralatérale, de la coronaire droite. Donc. Et c'est l'importance de cette collatéralité qui va déterminer le degré et la gravité de l'ischémie myocardique. Et donc, bien sûr, les conséquences cliniques et myocardiques. Donc, la conséquence de tout ça, c'est l'apparition, en fait, la constitution d'une nécrose myocardique ischémique, d'une IAM souvent par nécrose du pilier externe de la mitrale et d'une dysfonction du ventricule gauche plus ou moins sévère. Alors, dans les tableaux cliniques, on a la forme classique et celle du nourrisson. C'est un nourrisson entre un mois et l'âge de 1 mois à 1 an, hein, puisqu'on a vu qu'il faut attendre que les pressions pulmonaires soient totalement basses pour qu'il y ait une symptomatologie ischémique qui apparaisse. Et donc, c'est des enfants qui se présentent avec des signes d'insuffisance cardiaque qu'on a déjà vu, que je vous remets là, plus ou moins sévères, jusqu'au choc cardiogénique, hein, si la dysfonction est majeure, en sachant que c'est des enfants qui peuvent présenter aussi ce qu'on appelle un tableau d'angor du biberon, c'est-à-dire qu'ils ont de l'angor, des douleurs thoraciques qui peuvent bien sûr pas exprimer, mais qui se manifestent par des pleurs anormaux à la prise des biberons, qui est donc un effort. Alors, sur le plan radiologique, on va se retrouver devant un gros cœur, puisqu'on va le voir à l'écho, il y a une dysfonction systolique, et surtout sur l'électrocardiogramme, un signe très spécifique qui est la présence d'ondes Q. C'est des ondes Q qui sont profondes, qui sont larges. Alors là, elles ne sont pas très larges, mais souvent elles peuvent être plus larges que ça. En D1, VL, V5, V6, donc en territoire antérolatéral gauche, avec parfois même des ondes de Pardy et des troubles de repolarisation importantes. Alors, sur le plan biologique, on va rechercher des signes de nécrose, hein, donc une élévation de la troponine, des signes d'assurance cardiaque, donc élévation des marqueurs BNP, et puis des signes de badée bicirculatoire, et donc une élévation, une acidose métabolique avec élévation des lactates. Alors, échographiquement, voilà ce que ça donne. Donc, on tombe sur un gros ventricule gauche dilaté hypokinétique, qui, donc, diagnostic différentiel, bien sûr, est celui d'une cardiomyopathie ou d'une myocardite chez l'enfant. Et qu'est-ce qui va alerter ou qu'est-ce qui va être un peu plus spécifique quand on voit ça, il faut, en premier lieu, chez un nourrisson, bien sûr, être sûr de la position des coronaires.
Alors, on note déjà une hyperéchogénéité un peu anormale du pilier de la mitrale ici, qui correspond à la nécrose en fait, du pilier mitral, et une insuffisance mitrale qui est toujours présente, plus ou moins sévère, qui est à la fois fonctionnelle sur la dysfonction VG, la dilatation du VG et de l'anneau, mais aussi ischémique. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher à l'échographie? Je vais montrer les images en dynamique après. Donc, on a la coronaire qui naît de l'artère pulmonaire et qui a un flux inversé qui va aller dans l'artère pulmonaire. Donc, on va rechercher ce flux inversé, ce shunt en fait dans l'artère pulmonaire. Donc, on se met au niveau du tronc de l'artère pulmonaire et on recherche un shunt qui arrive en rouge, en diastole. Hein, c'est un flux diastolique. Donc là, on voit ce shunt ici par exemple. Ensuite, on a un flux inversé dans la coronaire, c'est-à-dire que l'IVA, au lieu d'être en rouge et partir en avant, ben, en fait, elle est perfusée par des collatérales et elle revient avec un flux rétrograde en bleu et elle va ensuite se connecter à l'artère pulmonaire. On a de façon parallèle une dilatation anormale de la coronaire droite parce que c'est la coronaire droite qui développe des collatérales, donc ça entraîne une dilatation de la coronaire droite. On voit là en jeu. Et puis, on a surtout toutes ces collatérales qui sont visibles dans le septum interventriculaire, qui sont visibles alors, mais à basse vitesse toujours, hein, sous forme de flux anormaux dans le septum. Et là, c'est un flux qui apparaît en rouge quand on se met en deux cavités ventriculaires, ou quatre cavités, parce que c'est un flux qui va donc de la coronaire droite vers l'apex et ensuite qui remonte de la coronaire gauche. Donc de la coronaire droite vers l'apex du cœur est là. Donc c'est en rouge. Alors après, on a des tableaux cliniques un peu variables. On peut avoir des formes de l'adulte, c'est-à-dire qu'il y a des nourrissons qui ont cette anomalie, qui ont beaucoup de collatérales et qui finalement passent la période du nourrisson sans trop de dysfonction VG, sans trop d'ischémie, et qu'on retrouve par contre à l'âge adulte avec cette coronaire connectée à l'artère pulmonaire et qui crée quand même un vol coronarien et des possibles ischémies, donc toujours une ischémie d'ailleurs à l'effort, avec un tableau cette fois coronarien à l'effort, donc de douleur thoracique, de malaise et de syncope, et un risque important de morcellerie. Alors l'ECG peut être normal, et même l'épreuve d'effort peut être, ou la scintigraphie myocardique peuvent être pas forcément très pathologiques. Alors, échographiquement, ben, on recherche ça, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une coronaire droite dilatée, qui est dans le bon sens, des flux intraseptaux très anormaux, une coronaire gauche qu'on voit ici et qui est un flux bleu, donc un flux inversé, et qui va donner, se connecter à l'artère pulmonaire avec ce flux en diastolique qu'on voit dans le tronc de l'artère pulmonaire ici. Donc ça, c'est la coronaire gauche l'IVA en bleu, enfin rétrograde. Parallèlement, on a la circonflexe qui arrive dans l'autre sens aussi, donc en rouge. Alors, chez l'adulte, quand la forme adulte, par exemple, on peut avoir une fonction VG comme ça, quasi normale, hein, sans trop de d'ischémie, avec une insuffisance mitrale quand même souvent parce qu'il y a la nécrose, au moins la nécrose du pilier externe de la mitrale qui persiste. Alors, en termes de diagnostic différentiel, il faut bien sûr éliminer un obstacle gauche qui peut donner aussi une dysfonction myocardique sur l'obstacle. Et puis, il y a le diagnostic différentiel de myocardite aiguë, de cardiomyopathie problématique, qu'on ne retiendra que si les coronaires sont normales. Alors, la prise en charge les chirurgicale de cette anomalie, on va, chirurgien, donc socio-OC, va réimplanter la coronaire au bon endroit. Alors, souvent, la réimplantation se fait dans un ostium créé un peu antérieur par rapport à un ostium normal, mais avec bien perpendiculaire, ce sont bien perpendiculaires à la paroi, avec un flux antéro-droit. Donc, sur la prise en charge préopératoire, c'est une prise en charge qui est symptomatique de l'insuffisance cardiaque, hein, avec parfois la nécessité d'un support inotrope, une épargnothérapie à cause de la dilatation du ventricule gauche et de son hypokinésie, parfois de l'assistance circulatoire nécessaire en préopératoire ou en post-opératoire immédiat, en sachant que le ventricule gauche, une fois la coronaire réimplantée, va récupérer une fonction systolique qui peut récupérer complètement au bout de plus quelques mois, avec même possibilité de régression de l'insuffisance mitrale.
Donc, globalement, le pronostic sur le long terme, il est plutôt favorable, mais bien sûr, la récupération de la fonction systolique du VG, ce n'est pas quelque chose qui est sûr à 100%. Et on a également une disparition des ondes de micro sur le CG. Donc, il faut un suivi très régulier, des tests d'effort pour les enfants secondairement qui veulent faire du sport. Et il y a des cas quand même défavorables qui ne récupèrent pas la contractilité myocardique et qui peuvent aller vers la transplantation cardiaque. Après, il y a en termes de connexion anormale, la coronaire droite qui peut avoir la même chose, c'est-à-dire une connexion anormale de la coronaire droite à l'artère pulmonaire. C'est une anomalie qui est beaucoup plus rare et qui se manifeste plutôt chez l'adolescent ou le jeune adulte, parce que avec cette anomalie, on passe la période précoce sans trop d'ischémie, puisque c'est le ventricule droit qui est concerné. Et souvent, on a un gros réseau de collatéral qui se développe et qui évite le tableau d'insuffisance cardiaque grave précoce. Donc, on se retrouve à l'adolescence avec un patient qui présente par contre des signes cliniques d'angor, de douleur d'effort, de malaise, de palpitation à l'effort, avec un risque toujours de mort subite qui existe. Mais il n'y a souvent pas de signes d'insuffisance cardiaque. Et l'auscultation, on peut retrouver, comme il y a beaucoup de collatéral, de souffle systolo-diastolique comme un canal artériel, mais plus bas, l'auscultation plus mésocardiaque, qui est le flux des collatérales septales. Alors pour la droite, c'est comme pour la gauche, en fait, on a cette coronaire droite qui venait de l'artère pulmonaire, qui va entraîner une dilatation de la coronaire gauche, qui elle est en place, avec un réseau collatéral qui, cette fois, doit aller dans l'autre sens, de la gauche vers la droite, donc en bleu, au niveau du septum. Toujours bien les regarder en basse vitesse. Et on essaye de voir la coronaire droite qui se connecte à l'artère pulmonaire. Alors pareil, avec un flux qui est plus en rouge, mais qui est en bleu, puisqu'il va bien vers l'artère pulmonaire, en couleur. Voilà. Donc échographiquement, on a une fonction ventriculaire gauche et droite aussi qui sont conservées. C'est collatéral, mais c'est assez net quand même, on ne peut quand même pas passer à côté. Alors bien sûr, il faut avoir des vitesses basses. Là, on est à 0,5 mètres secondes pour pouvoir les voir. Et puis ici, on voit, alors il faut se fixer dessus bien sûr, mais on voit la coronaire droite qui arrive là et qui ne se connecte pas à l'aorte, mais qui arrive ici, dans le tronc de l'artère pulmonaire. Voilà, donc elle est là, elle est souvent un peu dilatée, c'est coronaire droite aussi, et elle arrive dans le tronc de l'artère pulmonaire. On voit ici arriver le flux dans l'artère pulmonaire. Donc pareil, c'est une prise en charge qui est chirurgicale parce qu'on a un risque de mort subite à l'effort qui est significatif. Et donc, on fait la même chose, une réimplantation de la coronaire droite sur la l'aorte, en sachant que pour ce qui est des activités sportives, eh bien, en attendant l'opération de cette chirurgie, il faut, chez ces jeunes adultes, préconiser un arrêt des activités sportives. Donc, le pronostic, il est très bon à long terme, mais globalement, on a souvent de très bons résultats avec, bien sûr, une disparition de toutes les collatérales une fois qu'on aura implanté la coronaire en position normale. Alors maintenant, on va passer aux anomalies de trajet. Alors, les anomalies de trajet, c'est donc, on l'a vu, soit la coronaire droite, qui naît du sinus gauche avec ce trajet interaorticopulmonaire, soit la coronaire droite qui naît du sinus gauche, la coronaire gauche qui naît du sinus droit et qui a ce même trajet interaorticopulmonaire. Alors, sur le plan physiopathologique, c'est un risque d'ischémie myocardique paroxystique à l'effort et aussi de tachycardie ventriculaire d'origine ischémique. Alors, c'est pendant l'effort ou au décours immédiat d'un effort. Et donc, le mécanisme de ce risque, il tient au fait de ce trajet parce qu'on a tout d'abord un ostium qui, au lieu d'être bien perpendiculaire, est souvent tangentiel, avec un trajet coudé à l'origine. Ce trajet interaorticopulmonaire avec un segment hypoplasique qui est intramural. Et donc, on peut également avoir une petite membrane à l'ostium, une espèce de flap qui se ferme à l'effort.
Donc, on peut voir sur des coupes anatomiques, anatomopathologiques, des plages de fibrose, des patients qui peuvent faire des petites ischémies à l'effort répété, qui se terminent par des zones de fibrose ischémique et qui vont pouvoir déclencher ensuite des arythmies ventriculaires. Alors, sur le plan des symptômes, donc on l'a vu, hein, c'est soit pas de symptômes du tout, et donc là, à ce moment-là, on a une découverte fortuite, possiblement quand on fait une échographie, comme on regarde maintenant beaucoup plus les coronaires, on peut détecter cette anomalie. Après, ce sera le problème de savoir ce qu'il faut en faire. C'est un patient asymptomatique, mais on peut le diagnostiquer à l'autopsie, malheureusement, sur des symptômes aussi. C'est à peu près 50% des cas seulement, les symptômes de douleurs d'angor d'effort, de malaise, de syncope, de palpitations, ou même d'œdème pulmonaire à l'effort. Et donc, le diagnostic se fait sur l'échographie, on va le voir, et puis aussi, surtout maintenant, beaucoup à l'angioscanner coronaire, parce que quand on fait un ECG ou une épreuve d'effort, même sur une épreuve maximale, elles sont la plupart du temps négatives. Alors ici, on a donc une coronaire droite qui naît du sinus gauche, vous voyez, et on voit, alors il faut toujours se mettre à basse vitesse, hein, bien sûr, et on voit très nettement cette coronaire en diastole, hein, cette coronaire qui chemine entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Alors ne pas confondre avec une insuffisance pulmonaire, qui est juste à côté, la valve pulmonaire, hein, où bien sûr l'insuffisance pulmonaire, elle peut être très dans la commissure en fait, est très près de la paroi, mais elle n'est pas dans la paroi, dans le trajet interventriculaire. Alors, on a un ventricule qui est normal, fonction ventriculaire normale, et un trajet coronaire qui peut ne pas être visible. Vous voyez, sans la couleur, c'est pas évident de le voir, on ne le voit pas en fait. Donc, sans la couleur, on peut avoir l'impression que la coronaire est placée au bon endroit, bien qu'on ne voit pas très bien l'ostium, mais c'est vraiment la couleur qui permet de démasquer et de voir ce trajet. Alors là, pareil pour une coronaire gauche qui est née du sinus droit. Alors là, il vient du sinus droit, donc après, elle va descendre dans le trajet interorticopulmonaire. Donc on voit ici, elle est beaucoup plus hypoplasique, hein, segment très hypoplasique qui crée. Ça, c'était juste au décours d'un effort, en fait, on avait eu, après ce malaise d'effort, tout de suite après, on avait cette dysfonction qui est apparue, avec une IM fonctionnelle et une dysfonction végétale sur une coronaire gauche qu'on voit dans le trajet interarticopulmonaire qui est très hypoplasique. Quand on revoit un peu plus à distance le patient, on voit la coronaire gauche. Alors là, c'est sur un cœur moins rapide qui a récupéré sa fonction puisqu'on est à distance de l'épisode et de l'effort. Et donc, on voit la coronaire, on voit mieux. Toujours un segment quand même assez étroit dans le trajet interarticopulmonaire. Donc ça, c'est en bleu parce que ça vient du sinus droit et c'est la coronaire gauche qui rejoint son trajet. Alors, bien sûr, c'est quand on a ces suspicions, hein, il faut faire un scanner et donc le scanner permet de voir ici, vous voyez, le coronaire gauche qui naît du sinus droit. Alors, on peut aussi enregistrer les flux, hein, et quand on enregistre un flux à l'effort ou sur un écho de bure, on voit une augmentation importante de la vitesse qui correspond à l'effet de sténose et qui peut monter jusqu'à plus qu'1 mètre seconde. Alors ici, pareil, une coronaire droite qu'on voit aussi au scanner très bien dans son trajet interorticopulmonaire et qu'on peut enregistrer aussi au Doppler pulsé. Alors les anomalies de trajet, donc le problème c'est qu'il y a un risque de mort subite qu'il faut essayer de déterminer parce que chez les patients asymptomatiques, eh bien, chez les patients asymptomatiques, il est difficile, enfin, il faut essayer de stratifier ou d'évaluer le risque pour aller vers une intervention chirurgicale. Donc, quand c'est la coronaire gauche qui est concernée, on a quand même un risque qui est non négligeable, estimé à 6%, alors que quand c'est la coronaire droite, il est largement inférieur à 1%. Donc, pour la coronaire gauche, la problématique ne se pose pas trop quand on dépiste l'anomalie de proposer une réimplantation. Pour la coronaire droite, on est quand même plus réservé sur l'indication, sachant qu'on a des facteurs de risque qui sont
bien sûr d'avoir déjà eu des phénomènes à l'effort, hein, des symptômes à l'effort. Et puis, il y a un âge à risque entre 15 et 35 ans ou entre 10 et 40 ans, où on a plus de risque de mort subite. Alors, comment stratifier ce risque? Pour les patients asymptomatiques, bien sûr, on peut s'aider du fait que si on a un segment intramural hypoplasique, c'est un facteur de risque. Si ce segment est très long, c'est un facteur de risque. L'âge, on l'a déjà vu. Et on peut parfois également proposer de l'échographie intravasculaire, même sous de butamine, pour démasquer la compression. Alors, sur le plan chirurgical, eh bien, on réimplante la coronaire au bon endroit, c'est-à-dire qu'on réimplante. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, mais en pratique, il faut réimplanter la coronaire le plus perpendiculairement possible à l'endroit, en supprimant le trajet interopticopulmonaire à l'endroit d'un ostium normal. Voilà. Alors ensuite, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, on peut passer aux fistules. C'est plus rapide, les fistules coronaro-camérales. C'est moins de 1% dans la population générale et c'est assez fréquent, mais pour les petites fistules non significatives et qui vont même pouvoir involuer toutes seules, en fait, spontanément. Donc, il y a des fistules coronaro-camérales qui sont acquises après chirurgie cardiaque, mais là, on va parler des fistules congénitales, qui sont en fait des trajets fistuleux qui se développent à partir des artères coronaires, droite ou gauche, et qui vont aller s'aboucher, donc avec un trajet plus ou moins tortueux, plus ou moins large, en fait, plus ou moins développé, vers une cavité. Donc, soit une cavité auriculaire, soit une cavité ventriculaire, soit l'artère pulmonaire, soit même le sinus coronaire. Donc, ça va créer en fait un vol coronarien avec un shunt gauche-droit et des conséquences myocardiques qui sont comme un shunt, hein, une surcharge volumétrique et possiblement une ischémie par vol coronarien. Alors, plus souvent, c'est asymptomatique. En fait, si le shunt est faible, s'il n'y a pas de conséquences sur le débit coronaire normal, mais il peut y avoir des phénomènes d'ischémie possibles sur les grosses fistules, hein, avec des symptômes de douleur thoracique d'effort et chez l'enfant des symptômes à l'effort, hein, de tachycardie, de pleurs anormaux, possiblement de l'insuffisance cardiaque si ça crée un shunt important. Donc cliniquement, on entend un souffle systolo-diastolique, la fistule elle est large, des pouls bondissants, c'est comme un canal artériel en fait, hein, et on peut avoir des signes d'assurance cardiaque. Donc, sur le plan du bilan complémentaire, il faut faire des marqueurs cardiaques, l'ECG, voir s'il y a une ischémie myocardique, et à l'écho-doppler, on peut essayer de visualiser la coronaire, enfin la fistule, mais en sachant que comme c'est des trajets très tortueux, on voit relativement mal en fait à l'écho et on peut voir les conséquences sur la fonction myocardique, sur le vol coronarien si la fistule est importante. On a en fait un shunt de l'aorte dans une cavité à basse vitesse. Donc, ça crée en diastole, donc ça crée un vol diastolique qu'on peut voir comme un flux rétrograde diastolique dans l'aorte descendante qui signe un débit important dans la fistule. Voilà. Après, c'est surtout de faire un scanner et une angio où on va mieux voir le trajet de la coronaire, enfin de la fistule plutôt, pour déterminer les possibilités de thérapeutiques et la scintigraphie myocardique à l'effort pour dépister l'ischémie. Voilà. Alors là, par exemple, c'est une fistule à partir de la coronaire droite. Donc, on voit cette coronaire droite qui est dilatée et avec un flux un peu systole-diastolique continu. Là, c'est une coronaire gauche, hein, qui donne la fistule qui est très dilatée. Donc, une coronaire gauche qui donne cette fistule qui va dans l'artère pulmonaire. Et donc, on a souvent une dilatation de la coronaire qui est concernée par la fistule. Voilà, ici d'autres exemples, une fistule qui s'abouche dans le ventricule droit, ici, c'est des images arrêtées, hein. Et quand on fait une angiographie, eh bien, on voit, hein, ces grosses trajets. Ça, c'est une fistule qui est très significative, qui vient de la coronaire gauche, qui va dans le ventricule droit.
et donc qui crée un champ significatif et un vol coronarien dans le territoire gauche. Voilà, je vous montre des images de scanner, le scanner qui permet de bien voir tous ces trajets fistulés et qui permet aussi de confirmer le diagnostic. Alors, quand les fistules sont toutes petites, dans le scanner, on ne les voit pas, mais quand elles sont volumineuses comme ça, bien sûr que ça permet de faire le diagnostic et de voir l'accouchement et le trajet de ce gros vaisseau anormal. La scintigraphie myocardique peut aider sur l'ischémie. Donc ça, c'est un peu. Alors, sur l'évolution de ces fistules, alors, ça peut régresser spontanément, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, il ne faut pas forcément se précipiter chez un enfant, surtout un nourrisson, à une intervention. Elle peut progresser et donc entraîner de plus en plus une dilatation de la coronaire, devenir anévrismale, entraîner un vol coronarien et un chaîne gauche-droite significatif. Et puis, il y a des complications possibles qui sont l'ischémie myocardique, l'insuffisance cardiaque, les arythmies à cause de l'ischémie, possibilité aussi d'endocardite infectieuse et de rupture. Alors ça, je l'ai vu, mais c'est toujours possible sur une très, très grosse fistule. Donc, les thérapeutiques actuellement, c'est surtout les thérapeutiques d'embolisation, donc percutanée. Ça peut être aussi une ligature chirurgicale, mais c'est surtout les embolisations percutanées qui peuvent avoir très très bons résultats, en sachant qu'il ne faut pas se méfier parce que c'est la fistule qu'on bouche, mais après c'est en connexion avec la coronaire elle-même et il peut y avoir parfois des phénomènes de thrombose extensive qui vont aller boucher la coronaire en fait et créer un infarctus. Donc ce n'est pas sans risque ces procédures. Voilà, donc je vous ai mis les complications possibles, la thrombose coronaire, la dissection de la coronaire, les troubles du rythme, le spasme coronaire, et la même chose pour les chirurgies. Hein. Donc là, sur ces images, on voit avant l'embolisation et après l'embolisation, on voit le réseau coronarien qui devient normal avec tous ces petits matériels d'embolisation, hein, de cols, qui ont permis d'obturer totalement la fistule. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les anomalies congénitales? Parce qu'on va finir par la maladie de Kawasaki. Pas de questions? Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'est bon? D'accord. Je ne sais jamais si on entend bien. Alors là, on va passer à l'anomalie acquise coronaire chez l'enfant. Donc, c'est la maladie de Kawasaki principalement, qui se complique d'anévrisme dans 15 à 20% des cas non traités. Alors, bien sûr, maintenant, les cas sont traités quand le diagnostic est fait. C'est quand même le cas dans la majorité des patients. Et c'est les lésions coronaires qui sont la cause des décès dans cette pathologie parce que c'est une maladie inflammatoire, mais qui guérit toujours hein, et qui laisse des séquelles, surtout cardiologiques. Alors, c'est plus fréquent chez le garçon que chez la fille, avec un pic d'âge à 6 mois, donc c'est une maladie qui apparaît entre 6 mois et l'âge de 6 mois et 5 ans. Mais bien sûr, il y a des cas extrêmes avant l'âge de 6 mois et après l'âge de 5 ans. Et les lésions, les lésions cardiaques, c'est souvent une dilatation coronaire, moins souvent des anévrismes, parfois des atteintes valvulaires et parfois des anévrismes géants, comme on va le voir. Heureusement, c'est plus rare. Donc, les facteurs de risque de développer des complications coronaires dans cette maladie, c'est l'âge, le fait d'être un garçon, le fait que la fièvre, puisque c'est une maladie qui va donner de la fièvre, une fièvre très élevée pendant plusieurs jours, de la fièvre dure. Et il y a des Kawasaki récurrents, des récidives de Kawasaki. Et des Kawasaki aussi, on va le voir, qui sont résistants au traitement au princeps, hein, qui est les immunoglobulines. Et quand le traitement ne marche pas bien, eh bien, on a un syndrome inflammatoire qui persiste et donc un risque coronarien qui persiste. Alors, les méthodes d'imagerie, c'est essentiellement l'échographie, parce que les lésions coronaires, c'est surtout sur la partie proximale des coronaires. Donc, c'est ce qu'on va voir le mieux à l'échographie, et chez des enfants qui sont très échogènes, mais on peut s'aider aussi du scanner ou de l'IRM, et on fait rarement en phase aiguë, en tout cas, de coronarographie. Ça, c'est surtout
la coronarographie pour le suivi ultérieur des séquelles coronariennes. Donc, il faut faire une étude quantitative de toutes les coronaires pour les mesurer, voir le nombre de lésions, la localisation, rechercher s'il y a des thrombines et puis aussi dire si les dilatations, c'est sous forme saciforme ou plutôt fusiforme, c'est un élément un peu pronostique. Et puis, il y a d'autres types en dehors des anévrismes, hein, il y a d'autres types de lésions qui sont la simple dilatation, on va le voir, ou le fait que les coronaires sont hyper échogènes, c'est la paroi qui devient hyper échogène parce qu'il y a une inflammation en fait de la paroi. Alors, donc, on classifie l'aspect des anévrismes, petit, moyen, géant, et le nombre, la localisation. Et donc, on utilise différentes classifications. En pratique, on utilise surtout la classification de l'AHA et puis les Z-scores qui vont nous permettre de dire il n'y a pas d'anomalie si le Z-score est inférieur à 2 et puis c'est plus ou moins significatif. Dilatation entre 2 et 2,5, petit anévrisme entre 2,5 et moins de 5, anévrisme moyen de 5 à 10 et supérieur à 10 de Z-score, ou la dimension de la coronaire supérieure à 8 mm, à ce moment-là, c'est un anévrisme géant. Alors, bien sûr, les anévrismes géants, c'est plus grave. Donc là, je vous montre en échographie les coronaires normales et en comparaison ici, des anévrismes très volumineux du tronc gauche, de la l'idéa, donc ça c'est l'idéa, hein, et de la circonflexe, donc très dilatée. Pareil ici pour la coronaire droite. Alors parfois c'est tellement dilaté qu'on ne reconnaît même pas que c'est la coronaire. Hein. Donc coronaire droite, ici pareil, une IVA très dilatée. Là, c'est une image prise dans nos publications qui montre qu'il y a des anévrismes sur toute la longueur des coronaires, hein, droite et gauche les deux, tout ce qui est marqué A. Et en dynamique, donc, on regarde la dynamique du flux. Ici, vous voyez, c'est une coronaire, au départ, le tronc gauche est normal, et puis on a une grosse dilatation de l'idéa, avec le flux qui arrive dans l'idéa. Ici, on a une dilatation qui est beaucoup plus modérée, des petits anévrismes. Hein, vous voyez, un petit là, un petit ici sur le tronc gauche qu'on mesure. Alors, on mesure le diamètre interne. On ne peut pas mesurer la paroi, mais c'est le diamètre interne. Ici, un anévrisme de la coronaire droite, pardon. Voilà, et qu'on mesure aussi. Et puis, la simple dilatation, c'est une coronaire qui est régulière, mais qui est dilatée quand on mesure. Vous voyez, ici, ça fait 4,7 mm. Donc, en Z-score, ça fait supérieur à 2,5. Ici, une dilatation régulière de la coronaire gauche, en sachant que, vous voyez, on a aussi une paroi qui apparaît très blanche, très hyperéchogène. Et c'est ce qu'on peut qualifier de coronaire hyperéchogène quand la coronaire peut être simplement comme ça, hyperéchogène, très bien visible, mais non dilatée. Alors, l'anévrisme géant, c'est un anévrisme très volumineux dont le risque le plus important est qu'il y ait des thrombis, des caillots qui se forment à l'intérieur et donc, bien sûr, ça va boucher la coronaire. Et ces thrombis, ben, on les voit à l'échographie. Si on fait une angiographie, par exemple, on ne les voit pas parce que l'angiographie, ça opacifie que la lumière. Donc, c'est un tableau d'infarctus, hein, d'ischémie grave qui peut être survenir dans les premiers jours de la maladie. Et donc, ça, c'est malheureusement un cas d'autopsie avec un thrombus dans la coronaire. Alors, ces thrombis, quand on les suspecte, bon, on peut les visualiser mieux sur un scanner. Vous voyez ici le scanner qui montre un chapelet d'anévrisme avec des caillots à l'intérieur, ici, ou à l'IRM chez les enfants plus grands. Alors, l'IRM a l'avantage aussi de montrer s'il y a des zones d'infarctus au niveau du myocarde. Alors, il y a d'autres atteintes cardiaques hein, qui sont non coronaires. La myocardite, c'est une maladie inflammatoire, le Kawasaki, qui donne une myocardite qui est souvent pas très grave, sans dysfonction vraiment liée à la myocardite. Et ça peut donner aussi une inflammation des valves, donc une endocardite, souvent pas très importante non plus, pas significative et qui régresse. À distance, qu'est-ce qui se passe sur les anévrismes? Eh bien, ils peuvent soit persister, soit régresser
soit se compliquer. Et quand il se complique à distance, on l'a vu en phase aiguë, c'est la thrombose, mais à distance, c'est surtout la sténose sur les zones cicatricielles. Vous voyez, les anévrismes régressent dans à peu près la moitié des cas, puis après, au-delà de 2 ans, ça ne reste plus trop. Et par contre, les sténoses sur les séquelles cicatricielles, eh bien, elles peuvent progresser pendant toute la vie de l'enfant. Alors, la régression, elle est plus fréquente si l'anévrisme est plus petit, si l'enfant est plus jeune, et si on a un anévrisme plus fusiforme allongé. Mais il y a quand même possiblement, quand il y a eu des anévrismes, un risque de sténose à distance. Comme on voit là, par exemple, il y avait des anévrismes qui ont régressé et la coronaire, elle est redevenue normale. On le voit en échographie à la phase aiguë. À 1 mois, ça diminue et à 6 mois, c'est normal. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il peut y avoir des séquelles ultérieures sous forme de sténose. Alors, c'est ça, en fait, le problème de maladie de Kawasaki avec atteinte coronaire à distance, c'est les sténoses. Et donc, il faut toujours rechercher les sténoses parce que ça ne se voit pas à l'échographie. La sténose, qu'on voit, c'est la dilatation. Donc, il faut s'aider d'autres diagnostics anatomiques comme le scanner, bien sûr, et puis parfois l'angiographie, et aussi de diagnostics fonctionnels pour rechercher l'ischémie par les tests d'effort, l'échographie, l'écho d'obus ou la scintigraphie myocardique. Là, par exemple, on a une sténose qui s'est constituée et qui va aboutir à l'obstruction totale de la coronaire. Ici, une sténose qui est plutôt modérée et qui va progresser vers une sténose très, très sévère. Voilà, donc là, un autre exemple de sténose plus élevée. Alors, le test d'effort, il peut être très positif. Chez cet enfant qui a une sténose très serrée du tronc gauche et totale de la coronaire droite. Et à l'écho de vue, on recherche les segments ischémiques, comme ici, par exemple, sur le territoire de l'IVA. Alors, il y a des recommandations sur la stratification du risque. Je vous ai mis la référence. La stratification du risque coronarien en fonction du Z-score des coronaires et qui permet de stratifier en risque de niveau 1 à 5 et de savoir les recommandations sous forme de traitement anti-régent plaquettaire, traitement anticoagulant en cas d'anévrisme géant et même de traitement bêta-bloquant si on a une vraie pathologie coronaire à distance. Donc, il faut bien vous référer à ces recommandations-là. En phase aiguë, la maladie de Kawasaki, ça se traite par traitement par des immunoglobulines intraveineuses associées à de l'aspirine. Une immunoglobuline intraveineuse à la dose de 2 grammes par kilo et de l'aspirine dose anti-inflammatoire et ensuite la dose anti-aggravante plaquettaire s'il y a des lésions coronaires. Donc, on a des tableaux, enfin là, c'est vraiment des tableaux en fonction de niveau de risque sur les conduites à tenir thérapeutiques et surtout pour le sport et sur les bilans à réaliser à distance. Donc, ça a été publié il y a quelques années, c'est les recommandations les plus récentes. Quand on a pas de dilatation, pas d'atteinte coronaire, des dilatations transitoires, on met un traitement anti-régent plaquettaire au départ, qu'on arrête au bout de 6 à 8 semaines. Et ensuite, il n'y a pas forcément de suivi cardiologique obligatoire. Là où on a un suivi cardiologique et un traitement, c'est quand on atteint déjà le niveau 3 d'anévrisme moyen. Il faut continuer un traitement anti-agrégant et recommander les activités sportives. Alors surtout après l'âge de 11 ans, où on a des sports plus intensifs selon les tests d'effort avec un suivi cardiologique annuel et au moindre anomalie des tests d'effort, faire une angiographie pour voir rechercher les sténoses. Le niveau 4, c'est si on a des anévrismes plus volumineux sans sténose, un ou plusieurs, où là, on peut être amené à mettre un traitement même ABK associé à l'aspirine et où les recommandations pour les activités sportives sont quand même limitées vraiment à des tests strictement normaux qu'on réalise 1 fois par an. Et on fait souvent des angiographies un peu systématiques
pour faire un bilan à 1 an et ensuite en cas de signe d'ischémie. Voilà. Et après, le niveau 5, c'est quand il y a des sténoses coronaires avérées, c'est quand même relativement rare, mais ça peut pas arriver. Où là, il faut aussi rajouter un traitement bêta-bloquant de protection myocardique et qui peut aller vers la nécessité de revascularisation en cas d'ischémie privée. Voilà, donc ça, c'est un organigramme de récapitulation de ce qu'on vient de dire pour la conduite à tenir en fonction des lésions coronaires sur le traitement, les suivis et recommandations pour les activités physiques. Voilà, je crois qu'on a terminé. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Oui, par rapport à la coronaire droite, donc vous faites normalement des tests, mais c'est pas quand on passe à la chirurgie, c'est ça? Je n'ai pas bien compris. Par rapport à la coronaire droite, comment? On fait des tests de scintigraphie et autres pour voir l'effet sur le cœur avant de passer à la chirurgie si nécessaire. Vous parlez de la coronaire droite dans quelle pathologie? Si le trajet est... Dans les trajets anormaux de la coronaire droite, mais en fait, on fait des tests d'effort, mais il faut savoir que les tests d'effort sont souvent négatifs. Même la scintigraphie myocardique, elle peut être négative souvent. Ce qui compte beaucoup pour la coronaire droite, c'est les symptômes en fait. Et la problématique chez ces patients, c'est qu'on sait qu'il y a quand même un risque qui n'est pas nul vraiment. On recommande d'éviter les sports intensifs. Le sport en club, le sport en compétition, voilà, il faut interdire. Merci. Bonjour, j'ai une petite question, s'il vous plaît. En fait, c'est juste pour la fistule entre le coronaire gauche et le VD. Est-ce que sur le plan physiologique, ça ressemble à un shunt? Oui, c'est un shunt, ouais. C'est un shunt parce que c'est donc un gros vaisseau qui part de la coronaire gauche et qui va dans le VD, donc dans une cavité à basse pression. Donc la pression dans la coronaire gauche est supérieure à la pression dans le ventricule droit. C'est en diastole. Hein. Et du coup, ça crée un shunt. Ouais. Et ça va dilater les VD, c'est ça? Ou... Ça dilate la coronaire, gauche. Ça dilate le VD. Alors, ça dilate pas beaucoup le VD, hein, mais en fait, le shunt, on voit surtout sur... ça entraîne un hyperdébit pulmonaire et un hyper-retour à gauche. Donc, ça fait une surcharge volumétrique plutôt des cavités gauches, comme un canal artériel. Hein. Et en plus, on a un flux rétrograde dans l'aorte descendante, hein, un vol en fait en diastole du flux de l'aorte dans la fistule. Et donc, ça se manifeste par un flux rétrograde qu'on voit en diastole, comme dans une insuffisance aortique. Hein. On se met sur l'arche aortique dans l'aorte descendante. Ok. Quand on voit ça, on sait qu'il y a un shunt significatif. Donc, le QBQS, ça sera élevé ou c'est comme l'insuffisance aortique, ça sera... Oui, il peut y avoir un QP sur QS supérieur à 2. Ouais. D'accord, merci.